Ils sont en train d'effacer l'Amérique et ce qui rend ça terrifiant, c'est que ce n'est pas une guerre. C'est un refus. Dans ton contenu, ça part du Canada au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique centrale et du Sud, avec un mot qui revient comme un signal d'alarme. Boycott. Pas juste contre Trump, contre tout ce qui est USA. Et le paradoxe est violent. Le pays qui vendait le rêve devient, dans ce récit, un pays que des millions veulent éviter. Toi, tu peux te dire « OK, c'est loin ». Mais si les gens arrêtent de voyager, d'acheter, de venir aux événements, c'est ton quotidien qui encaisse. Et là, un détail change la température. Au Danemark, un outil pour scanner les produits et éviter ceux liés aux États-Unis devient l'app la plus populaire. Ce n'est plus une opinion, c'est un mouvement. Et maintenant, regarde ce qui vient ensuite. Parce que le déclencheur n'est pas celui que tu crois. Dans le contenu de ton échantillon, cette histoire ne commence pas avec un sommet ou une déclaration officielle. Elle commence avec une bascule mentale. Le Canada est décrit comme le pays qui a montré la voie quand Trump a commencé à parler du 51st State et a appelé Trudeau « Gouverneur Trudeau ». Et la réponse, ce n'est pas un débat, c'est une action. Les Canadiens went elbows up et ils ont commencé à boycotter le tourisme vers les États-Unis et à boycotter les produits américains au Canada. Le récit insiste « That was very successful ». Mais voici le point crucial. Le reste du monde a pris note, sans aller aussi loin que le Canada. Donc la graine était déjà là. Et maintenant, avec le comportement de Trump, avec ce que le contenu appelle « terrorism taking place in the United States », avec Border Patrol and ICE Gestapo, avec des menaces militaires et des menaces tarifaires, la volonté de boycotter l'Amérique atteint un fever pitch. Et la question qui te frappe, c'est celle-ci. Est-ce une colère passagère ou le début d'une rupture durable? Et c'est là que l'histoire passe d'un simple ras-le-bol à quelque chose de méthodique. Dans ton contenu, le Danemark devient l'exemple le plus net. Après les menaces récentes de Trump autour de l'invasion du Groenland et les propos décrits comme « haineux » envers le Danemark, un outil apparaît. Et il change tout. Une application qui permet de scanner un produit pour vérifier s'il a des connexions avec les États-Unis. Et le détail qui fait froid dans le dos, c'est la vitesse. Dans le récit, on parle d'un App Store où tu peux avoir 200 000 téléchargements par jour, mais au Danemark, la plupart des téléchargements deviennent cette seule application utilisée pour éviter les produits américains. Ce n'est plus une opinion, c'est un comportement quotidien. C'est le boycott qui descend dans les rayons, dans les paniers, dans les habitudes. Et quand un mouvement devient une habitude, il n'a plus besoin de discours pour survivre. Il se répète automatiquement. Mais au moment même où cette dynamique commence à s'installer, Trump fait exactement ce qui l'alimente. Il se réveille, attaque le Canada et balance une menace qui ressemble à un ultimatum. Et ce qui suit, dans ton contenu, n'est pas une simple phrase, c'est un déclencheur. Et voici le coup de massue. Dans ton contenu, Trump publie un message visant directement le premier ministre Carney, mais il le rabaisse en l'appelant « Governor Carney ». Et il ne parle pas comme un partenaire. Il parle comme un patron qui menace un vassal. Il écrit « Si le Canada fait un deal avec la Chine, il sera immédiatement frappé d'un tarif de 100% sur tous les biens et produits canadiens entrant aux USA. » C'est une menace tarifaire totale posée comme une punition immédiate. Et il enfonce le clou avec une phrase encore plus lourde. « La Chine va manger le Canada vivant, le dévorer complètement. » Là, on n'est plus dans un désaccord commercial banal. C'est une façon de dire au monde « Vos choix ne vous appartiennent plus ». Et maintenant, observe ce qui manque dans ce message. Aucune négociation, aucune nuance, aucune reconnaissance de souveraineté. Juste un avertissement public. Et c'est exactement le type de scène qui transforme un boycott en réaction de défense. Parce que si tu es un pays et qu'on te parle comme ça, tu ne réponds pas seulement avec des mots, tu réponds avec des décisions. Et dans ton récit, cette décision est déjà en train de prendre forme ailleurs, à une échelle que Trump ne contrôle plus. Et c'est ici que l'histoire bascule dans quelque chose de plus explosif, parce que ton contenu met côte à côte deux mondes. D'un côté, Prime Minister Carney reçoit une standing ovation à Davos, en Suisse. Et il parle de
multilatéralisme, de coopération, de respect de la souveraineté des autres pays, de partenariat. C'est présenté comme une vision de stabilité, d'alliance, de règles. De l'autre côté, tu as Trump qui, dans ce même récit, fait l'inverse. Il rant and raved. Il confond le Groenland et Iceland. Il parle d'un bloc de glace mal placé et il attaque même des alliés. Et là, un détail est glaçant. Il vise des soldats de pays de l'OTAN qui ont combattu avec les forces américaines après le 11 septembre, quand les États-Unis ont invoqué l'article 5. Il dit, en substance, qu'il n'était pas vraiment là, pas vraiment en première ligne. Et dans ton contenu, la réaction est immédiate. Les gens sont livides et absolutely pissed. Parce que ce n'est pas une dispute politique. C'est une insulte à des morts, à des blessés, à des familles. Et quand tu touches à ça, tu ne crées pas juste un scandale, tu crées une rupture. Et maintenant, regarde comment ça s'accélère, parce que dans ton contenu, Trump ne se contente pas de parler. Il ajoute une menace qui ressemble à une monnaie d'échange, des tarifs. Il évoque 10 puis 25 ou 30 de tarifs contre des pays qui ne l'autoriseraient pas à envahir le Groenland. C'est une logique de pression, presque de chantage économique, appliquée à la souveraineté d'un territoire. Et ensuite, il y a ce passage qui donne l'impression que tout devient irréel. Trump affirme qu'il a fait un deal avec le Groenland et le Danemark. Sauf que, dans ton contenu, personne n'a jamais accepté ce deal. Il le présente comme un accord officiel, alors que le récit dit que le Groenland n'a jamais accepté. Et là, tu as la scène qui tue. Trump commence à poster des images de lui et d'autres membres du régime marchant avec des pingouins au Groenland, alors que le Groenland n'a pas de pingouins. C'est absurde, oui, mais c'est précisément ça qui est dangereux. Parce que quand un dirigeant mélange menaces militaires, menaces économiques et récits inventés, le monde ne sait plus s'il doit rire ou se préparer. Et c'est à ce moment-là que le boycott cesse d'être un symbole. Il devient une réponse de survie. Et c'est là que ton contenu introduit un signal qui fait très mal parce qu'il ne vient pas d'un gouvernement. Il vient du sport. Un dirigeant du football allemand, décrit comme un cadre de la Fédération allemande de football, Oke Göttlich, dit qu'il est temps d'envisager un boycott concret de la Coupe du monde 2026. Et cette phrase est un tournant. Pour moi, le moment est définitivement venu. Parce que la Coupe du monde, c'est censé être intouchable. C'est l'événement où même les ennemis se retrouvent dans les mêmes stades. Mais dans ton récit, des supporters à travers le monde posent une question brutale. Pourquoi on viendrait en Amérique? Et là, tu sens la peur se transformer en refus. Il parle de terrorist state, de risques avec ICE et Border Patrol, de gens qui pourraient être jetés dans des camps. Ce sont des mots présents dans ton contenu, utilisés pour justifier l'idée de ne pas venir. Et même si tu contestes ces mots, ce qui compte ici, c'est la perception, parce qu'un événement mondial ne fonctionne pas sur la vérité parfaite. Il fonctionne sur le sentiment de sécurité. Et si ce sentiment s'effondre, le boycott devient contagieux. Et dans ton contenu, il y a un indice que cette contagion a déjà commencé. Parce que pendant que tout ça monte, ton contenu décrit une autre couche plus sombre, plus chaotique et surtout plus rapide. Boycott USA devient l'un des hashtags les plus viraux sur toutes les plateformes sur une fenêtre de 24 à 48 heures. Ça veut dire que ce n'est plus une conversation locale, c'est une vague globale, synchronisée. Et dans la même séquence, le récit parle d'un événement à Minneapolis, la mort d'un homme nommé Alex Jeffrey Pretty, présenté comme complètement innocent et décrit comme un ECU nurse au VA de Minneapolis. Le contenu affirme aussi qu'il a été murdered par le Border Patrol Gestapo. Et au lieu d'apaiser, le récit dit que Trump va encore plus loin. Il qualifie la personne tuée de domestique terroriste. Là, on n'est plus dans une simple dispute diplomatique. On est dans une bataille d'images où chaque phrase devient une preuve pour le monde extérieur que quelque chose se dégrade aux États-Unis. Et pendant que ça explose, Trump poste des photos de lui décrites comme « bizarre stuff », comme si le réel et le spectacle se mélangeaient. Et c'est exactement ce mélange-là qui rend le boycott plus facile à vendre. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens, tu leur montres le chaos.
Et là, ton contenu montre que le boycott ne reste pas enfermé en Europe ou en Amérique du Nord. Il devient une arme narrative mondiale. En Chine, Guansha News publie des photos et des vidéos IA avec une scène frappante, Uncle Sam qui traîne un pingouin par le cou comme symbole d'une Amérique décrite comme exploitative qui va détruire l'ordre mondial. C'est violent, c'est visuel et c'est exactement le genre d'image qui traverse les frontières en quelques secondes. Et même si c'est de la caricature, ça fonctionne parce que ça simplifie l'histoire en un seul geste. L'Amérique qui force, qui tire, qui écrase. Et quand une image devient plus mémorable qu'un discours, tu as déjà perdu la bataille de perception. Et c'est là que ton contenu devient encore plus intéressant parce qu'il ne dit pas seulement « le monde se fâche ». Il explique pourquoi. Il parle de menaces militaires, de menaces tarifaires, d'attaques quotidiennes contre la souveraineté des pays. Et si tu regardes la mécanique, c'est logique. Chaque fois que Trump humilie un allié, il fabrique un nouveau public pour le boycott. Chaque fois qu'il menace, il donne une raison de plus de se détourner. Et ce qui arrive ensuite dans ton récit, c'est la partie que Trump déteste le plus. Les pays commencent à chercher des alternatives ouvertement, sans demander la permission. Et c'est ici que ton contenu lâche un détail qui ressemble à une preuve en direct. Le Canada commence à diversifier et Trump se contredit en public. Une semaine plus tôt, Trump est interrogé sur le voyage de Prime Minister Carney à Pékin, où Carney rencontre Xi Jinping et discute d'un 1 trillion Strategic Trade Pact avec des éléments précis cités dans ton texte. Véhicules électriques, gaz naturel liquéfié, canola et d'autres produits. Le récit dit « Carney made a brilliant deal ». Puis on voit Trump répondre calmement « It's okay. That's what he should be doing. It's a good thing for him ». Mais ensuite, Trump publie le message inverse. Il rabaisse Carney en gouverneur Carney et menace le Canada de 100% tarifs s'il fait un deal avec la Chine. Et là, le mécanisme est limpide. Quand un dirigeant change de position comme ça, ce n'est pas seulement incohérent, c'est instable. Et l'instabilité, c'est exactement ce que les autres pays ne peuvent plus se permettre. Ton contenu le dit presque noir sur blanc. C'est précisément pourquoi les pays doivent faire des deals avec d'autres que les États-Unis, parce qu'à partir du moment où la relation devient imprévisible, la seule défense, c'est la sortie de dépendance. Et c'est là que le récit élargit encore l'écran. Il met face à face deux visions du monde, en montage rapide, comme un choc frontal.